S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et appliquer des sanctions. Tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Ah oui. En 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Donc, ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Bonjour à tous. Cette semaine, on a eu droit à un vrai feu d'artifice, de contradiction. Emmanuel Macron appelle à sanctionner Israël, pendant que des entreprises françaises continuent de livrer des composants militaires à l'armée la plus morale du monde. Trouvez l'erreur. Olivier Faure tire à boulet rouge sur Mélenchon, alors que sans LFI, le PS aurait probablement disparu. Ingratitude ou stratégie? Et Pascal Praud, lui, s'offre une révision express de l'histoire. À ce niveau, ce n'est même plus du journalisme, c'est de l'archéologie inversée. Restez bien jusqu'à la fin, on reviendra ensemble sur la prise de parole de Ségolène Royal à propos de la flottille de la liberté avec Rima Hassan et Greta Thunberg. Vous allez voir, c'est d'une justesse rare. Si vous aimez les analyses sans filtre, sans langue de bois, argumentées et percutantes, vous êtes clairement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est gratuit, ça m'aide énormément, et surtout vous ne raterez plus aucune vidéo. Allez, on y va. Commençons par cette vidéo dans laquelle le président Macron souhaite des sanctions contre Israël. J'ai vu des gens s'en féliciter sur les réseaux sociaux. Personnellement, je suis resté sur mes gardes, car avec lui, il y a toujours une contrepartie. Et ça n'a pas tardé. Je ne m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Regardez. Il est très clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. À la suite de ces belles paroles, le média Disclose nous a révélé que 2 entreprises françaises avaient reçu le feu vert pour fournir des composants destinés à des armes lourdes, pièces de fusil mitrailleurs, tubes de canon, rien que ça. Donc si je comprends bien, notre président reconnaît publiquement que les actes du gouvernement israélien posent problème au regard du droit international. Il le dit avec force en conférence de presse. Mais dans le même temps, la France laisse discrètement passer ce genre de matériel. Où est la cohérence? Et ce n'est pas fini. Écoutez bien la réponse du ministre des Affaires étrangères lorsqu'il est interrogé sur cette contradiction. Préparez-vous, vous allez halluciner. Nous ne livrons pas de matériel militaire utilisé à Gaza. Il y a 2 exceptions. Ce sont les composantes qui permettent à Israël de se défendre, notamment avec le dôme de fer. Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre. Et puis par ailleurs, du matériel qui peut être assemblé en Israël, mais qui a vocation à être réexporté. C'est dans ce cadre-là que se situent ces on y croit ça. En l'occurrence, c'est les petites pièces métalliques qui permettent aux fusils mitrailleurs de tirer en rafale. Mais qui n'ont pas vocation à être utilisées à Gaza ou et ils ne le sont pas, Palestine. vous en êtes sûr? S'ils l'étaient, alors l'entreprise qui les exporte se placerait en contravention vis-à-vis du droit. Qui n'ont pas vocation à être utilisées à Gaza. Il a vraiment prononcé ces mots, je n'ai pas rêvé. Donc nous, la France, le pays des droits de l'homme, nous laissons passer des composants sensibles destinés à une puissance militaire sous prétexte qu'ils ne devraient en théorie pas servir dans cette zone. C'est fascinant de naïveté. On part du principe que tout va bien se passer, que les équipements seront utilisés dans un cadre strictement défensif par une armée connue évidemment pour sa rigueur exemplaire vis-à-vis des civils, tellement rigoureuse que les bilans humains ne cessent d'augmenter, jour après jour. Soyons honnêtes. La France n'a aucun moyen de contrôle réel sur l'usage de ce matériel. Le ministre évoque le dôme de fer, mais il n'apporte aucune preuve concrète. Et surtout, il fait mine d'ignorer qu'un composant peut être détourné, modifié, recyclé. On le sait, on l'a vu, l'histoire nous l'a démontré. Lorsqu'une puissance est lancée dans une logique sans frein, rien ne l'arrête. Alors non, cette position française n'est pas digne. Elle n'est pas cohérente. Ce qu'il faudrait, c'est une interdiction claire de ce genre de transfert, en attendant un vrai respect du droit international. Sinon on verse dans une hypocrisie gênante, une hypocrisie naïve, voire complice. Je vous laisse juger, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Heureusement, certains ont sauvé l'honneur. Les dockers de Fosse Sumer ont refusé de charger cette cargaison. Résultat,
Le navire est reparti à vide. Eux au moins ont su dire non. Bravo à eux. Et pendant que notre président continue encore et toujours de dire une chose et d'en faire une autre, un autre spectacle tout aussi troublant se déroule sur nos écrans. Pascal Praud, visiblement pris au piège des faits, tente une échappée en niant carrément une réalité historique. Attention, ce que vous allez entendre est choquant, et je tiens à le dire dès maintenant. Je suis en total désaccord avec ce qu'il affirme. On va analyser tout ça ensemble, et je vais vous expliquer pourquoi son raisonnement ne tient pas une seconde. Regardez. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire exactement la même émission à Paris en 1900 si la télévision avait déjà existé. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On ne sait pas quoi en faire et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. Donc, ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi, je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que c'est une... En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change et ça, c'est insupportable. C'est insupportable, Virginie. Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. Ce relativisme est insupportable. C'est pas du relativisme. Au contraire, je finis mon propos. Clémenceau, en réformant la police, a permis de redresser la situation. Donc là où je voulais en arriver, c'est où est notre Clémenceau aujourd'hui ? L'argument rien de nouveau sous le soleil, Bauer l'utilise évidemment constamment, est insupportable parce que effectivement l'argument, et c'est un téléspectateur qui me dit ça, il vise simplement à occulter le lien avec l'immigration, qui est essentiel dans ce qu'on a vu ce week-end. Donc si vous l'occultez, c'est que vous ne savez pas. Si. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a toujours une frange de la population qui est généralement la plus basse en termes de CSP, dans laquelle il y a plus de tentation d'aller dans les domaines hors la loi. Ouais. Mais ça a toujours existé. Le grand expert en histoire de la délinquance, Monsieur Pascal Praud, récuse du haut de sa très haute expertise ce qu'affirme une historienne, dont c'est pourtant le domaine de recherche précis. Mais attention, il a un argument massu, un SMS d'un téléspectateur qui le soutient. Donc c'est bien la preuve, irréfutable, qu'il a raison, n'est-ce pas? Ironie mise à part. Cette historienne ne contredit même pas frontalement sa ligne idéologique. Elle adopte un angle plutôt conservateur et emploie des termes que l'on retrouve très souvent à droite. Mais ce n'est toujours pas assez. Pourquoi? Parce qu'elle ne dit pas explicitement ce que Pascal Praud veut entendre. C'est la faute de l'immigration. Point final. Car pour lui, on l'a vu dans une précédente vidéo, l'immigration est à l'origine de tous les problèmes en France. Mais dans ce cas précis, il aurait peut-être fallu lire un peu plus d'histoire. Les jeunes dont parle l'historienne, ceux qui commettaient des délits dans les années 1900, n'étaient pas issus de l'immigration. Ils venaient pour la majorité d'entre eux de familles très pauvres dans la région parisienne. Et ça, tous les historiens sérieux le savent. Mais voilà, pour notre grand tautologue national, Monsieur Pascal Praud, ça ne compte pas. Il récuse, je vous dis. Il sait mieux, il sent mieux. D'ailleurs, pour lui, il n'y a pas de vérité scientifique. La vérité, elle doit être discutée. Vous ne me croyez pas? Écoutez ce qu'il disait à ce sujet il y a quelques semaines. Il me semble quand même que parfois on débat de sujets qu'on connaît très très mal et l'opinion précède le savoir. Mais parce qu'on a le sentiment, parce que beaucoup de gens ont le sentiment de s'être faire avoir. Sur le vaccin, ils ont le sentiment que les scientifiques parfois ne sont pas aussi scientifiques qu'on le dit, qu'il y a parfois un peu de morale là-dedans, un peu d'idéologie. C'est vrai aussi sur les sujets comme le climat. Il y a les vérités scientifiques, elles demandent quand même d'être débattues. Il sait bien qu'il donne son avis sur des sujets qu'il ne maîtrise pas vraiment. Mais son émission a du succès, alors ce qu'il pense et dit devient plus important que la vérité. Il connaît mieux la vie que tous ces soi-disant experts, voyons. Et puis, il y aura toujours des gens pour l'écouter, parce qu'il flatte certains instincts bien ancrés. La peur de l'autre, le repli identitaire, la nostalgie d'un passé fantasmé. Le vrai problème, ce n'est pas de débattre d'une vérité scientifique. C'est de mettre sur le même plan la recherche rigoureuse et les impressions de comptoir, les faits et les ressentis, la connaissance et la polémique rentable. Et cette confusion n'est pas un accident. Elle est volontaire et elle sert un discours. Et dans ce discours, l'immigration est toujours coupable, même quand elle n'a strictement rien à voir. Franchement, j'en rirais presque si ce n'était pas aussi grave. Et maintenant, direction la gauche, mais pas pour parler d'union.
Non. Aujourd'hui, c'est la guerre des nerfs entre le PS et la France insoumise. D'un côté, Manuel Bompard recadre fermement ceux qui tentent de rayer Mélenchon de la carte. De l'autre, Olivier Faure, patron du PS, sort les griffes en oubliant un peu vite à qui il doit sa survie politique. On commence par l'intervention claire et directe de Manuel Bompard, puis on écoutera celle d'Olivier Faure. Et ensuite, on analyse tout ça ensemble. Les deux disent, bon, donc c'est un parti rabougri et divisé, et qui prendra en tout état de cause une décision de rabougrissement et de division. À bon entendeur. Ah bah avec ça, vous allez vous réconcilier. Bah c'est pas pour me réconcilier, j'observe peu de votants et très divisé. Et la décision qui sera prise, quel que soit le nouveau premier secrétaire, sera une décision de division, puisque aucun d'entre eux ne veut travailler avec la France Insoumise, qui pourtant leur a tendu les bras à 2 reprises, en 2022 et en 2024. Je souhaite que toute la gauche qui refuse l'alignement sur Jean-Luc Mélenchon eh bien, puisse se retrouver et puisse faire émerger une offre qui soit de nature à aborder le second tour et à gagner le second tour. Jean-Luc Mélenchon est un candidat qui est parfaitement capable d'atteindre effectivement des scores importants sur un premier tour. Mais chacun le sait bien, il est celui aussi qui au second tour est le plus mauvais candidat pour la gauche parce qu'il est celui qui coalise la droite avec l'extrême droite. Toute cette gauche qui passe son temps à taper sur LFI et à refuser toute union avec Mélenchon. Elle pèse combien déjà? Yannick Jadot, 4,63%. Fabien Roussel, 2,28%. Anne Hidalgo, 1,75%. Voilà ce que représente cette gauche responsable qu'on nous présente comme une alternative crédible. Autrement dit, pas grand-chose. Et pourtant, ces mêmes courants continuent de donner des leçons et vouloir cornériser LFI. Alors même que les choix qu'ils font les marginalisent un peu plus à chaque échéance chez les militants de gauche. Le PS en particulier ne s'en rend peut-être pas compte, mais il est au bord du précipice. D'ailleurs, une question se pose. Pourquoi une telle obsession à critiquer LFI et surtout Jean-Luc Mélenchon? L'argument du 7 octobre, brandi pendant des mois pour justifier leur attitude, ne tient plus. Car après 1 an et demi de silence embarrassé, même eux ont fini par reconnaître qu'il se passe un drame à Gaza. Ils finissent par dire exactement la même chose que Mélenchon, sauf que lui le disait dès le départ. Ironique, non? Au fait, j'allais oublier. Olivier Faure vient d'être élu premier secrétaire du PS. Bravo à lui. Cela m'amène à me poser une question. Comment Karim Bouamrane compte-t-il écraser LFI? Si déjà dans sa propre maison, il n'arrive pas à convaincre la majorité de 24 000 votants à choisir son candidat. Il va peut-être falloir redescendre un petit peu sur terre. Les prochaines élections vont certainement y contribuer fortement. Et maintenant, changement de décor. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard remettre calmement mais fermement Patrick Cohen à sa place. Le sujet, l'ISF. Accrochez-vous car certains arguments volent vraiment très bas. Regardez. Monsieur Cohen, vous trouvez éthiquement compréhensible que des entreprises... Attendez, parce que là, je vous ai parlé de 2 mesures, dont une, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel sur les entreprises. C'est-à-dire... Oui, il est universel, mais il est français. Non, attendez. Des entreprises qui font leur chiffre d'affaires en France et qui ensuite évacuent une partie de leur chiffre d'affaires en allant déclarer leurs bénéfices au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts. Vous trouvez ça normal, sincèrement? Non. Alors vous pouvez être d'accord avec une mesure qui n'est pas une mesure qui va mettre davantage à contribution les entreprises, qui va juste leur demander de régler la part de l'impôt qu'elles doivent régler en France. C'est quand même la moindre des choses de faire ça. Quant à l'impôt sur le 2% sur le patrimoine des milliardaires, vous savez quel est le seuil de rentabilité du patrimoine des milliardaires aujourd'hui en France? C'est entre 5 et 6%. Ça veut dire que chaque année, les milliardaires, leur patrimoine, il augmente de 5 à 6%. Même si vous leur prenez 2%, monsieur Cohen, ils vont continuer à s'enrichir. Vous voyez? Donc ça va. Je pense qu'ils peuvent quand même donner un petit coup de main, contribuer. On est dans une situation difficile. C'est pas absurde de mettre à contribution 147 personnes qui font partie des gens qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous pouvez l'entendre, cette demande de justice sociale et de justice fiscale. Je pense que vous pouvez l'entendre. Franchement, comment peut-on être contre ce que vient de dire Manuel Bompard? C'est juste du bon sens. Pendant que le gouvernement multiplie les manœuvres pour gratter des sous chez les plus petits épargnants, les consommateurs, avec des idées comme la TVA sociale, on oublie que cette situation n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'une politique assumée depuis 2017. Et maintenant qu'il faut trouver de l'argent, au lieu d'aller chercher chez ceux qui ont le plus profité de cette politique, on tape encore une fois sur les mêmes. Mais désolé, ici c'est la France, et en France on contribue en fonction de ses moyens. C'est ça le contrat social, c'est ça notre modèle. Et malgré ses défauts, ce modèle est de loin l'un des meilleurs au monde. Pour terminer cette vidéo, je vous propose, comme promis, de revenir sur la prise de position de Ségolène Royal concernant la flottille de la liberté, cette initiative humanitaire avec à son bord, entre autres, Rima Hassan et Greta Thunberg.
Regardez ce qu'elle dit, c'est à la fois fort et révélateur. Et puis il y a la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée matin, midi et soir. C'est l'opération marketing de Rima Hassan. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Ah oui, laissons-moi faire. Les insoumis, moi je dis, à Gaza pour voir quelle est la situation sur place. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve? Mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient, il n'y a jamais mis les pieds. Enfin, je veux dire, oui, vous me faites taire parce que je parle de cette initiative. Hommage aux ouvriers de Caire, de Fos-sur-Mer, et hommage à ceux qui sont embarqués sur ce bateau. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais Ségolène Royal tape dans le mille à chaque fois qu'elle prend la parole. Et là encore, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Non, Rima Hassan n'est pas en croisière. Non, ce n'est pas une opération marketing. Non, elle ne cherche pas la lumière. Ce qu'elle fait, c'est mettre sa vie en danger pour défendre un principe fondamental, le droit du peuple palestinien à recevoir de l'aide humanitaire reconnue par le droit international. Et cette flottille, elle n'est pas symbolique. Elle a un objectif stratégique, créer un précédent, ouvrir la voie à d'autres convois plus gros, plus fournis, pour acheminer de l'eau, de la nourriture, des médicaments, etc. C'est ça le cœur de l'initiative. Et peu importe ce qu'on pense de Rima Hassan, il faudrait un minimum respecter son courage. Dans un contexte où l'armée la plus morale du monde s'en prend à des journalistes, des médecins, des humanitaires, on devrait cesser de détourner le débat pour chercher la petite bête. Là, on parle d'une action concrète, risquée, portée sur des convictions profondes. Moi, en tout cas, je lui dis bravo. Et je lui souhaite sincèrement que tout se passe bien. Et surtout que le message passe fort et clair. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo et surtout que tu as appris des choses en la regardant. Maintenant, à ton tour, apprends-moi aussi des choses. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Tu es d'accord? Pas d'accord? Tu veux aller plus loin? Ouvre le débat, pose des questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Et après tout ce qu'on vient d'entendre, tu crois encore qu'on peut garder espoir? Ou on est déjà dans le mur à pleine vitesse? Like la vidéo, commente, pose ton mot, toujours dans le respect évidemment. C'est bon pour le référencement et pour la démocratie aussi. On se retrouve très vite, à bientôt. Like la vidéo.